Allez, on y va. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'évolution d'une idée qui nous concerne tous, la communication. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout une histoire figée. C'est un véritable voyage qui nous fait passer d'un schéma technique super simple à une vision beaucoup plus riche de nos interactions de tous les jours. Ah, cette phrase. On la connaît tous, n'est-ce pas? 5 petits mots, mais qui suffisent souvent à nous mettre un petit coup de stress. Mais pourquoi? Après tout, le message a l'air clair, et pourtant tout le monde sait que ça dépend complètement de ce qui vient après. Et voilà, on est en plein dedans. C'est justement cette ambiguïté qui est au cœur de tout. Cette petite phrase nous montre que la communication, ça n'est jamais juste une affaire de mots. C'est un puzzle bien plus grand. Et pour commencer à le comprendre, il faut revenir aux toutes premières théories. Alors, commençons par le tout début, le plan de base si on veut. Un modèle qui, et c'est intéressant, ne vient pas de la psychologie, mais du monde des ingénieurs. Son but était très simple, très pragmatique. La clarté technique. Et voici le point de départ, le fameux modèle de Shannon et Weaver. On est en 1948, dans les labos de Bell Telephone. Le défi à l'époque était très concret. Comment faire pour qu'un message envoyé par télégraphe ou par téléphone arrive à destination sans être complètement brouillé? La communication s'était vue un peu comme de la plomberie d'information. Le processus était donc pensé comme une sorte de chaîne de montage. L'info part d'un point A, elle est codée, elle voyage dans un canal, elle est décodée et elle arrive au point B. Une ligne droite, c'est tout. L'essentiel, c'était que le signal arrive à bon port. Mais c'est là que Weaver a ajouté un élément qui a tout changé. Il a compris que le problème, ce n'était pas seulement la friture sur la ligne, ce qu'on appelle le bruit technique. Non, il y avait aussi un bruit sémantique. C'est-à-dire quand les mots eux-mêmes posent problème. Un mot mal compris, du jargon trop compliqué. Et là, d'un coup, l'humain et son interprétation personnelle entraient dans l'équation. Bon, cette vision en ligne droite, même avec cette amélioration, elle avait quand même de sérieuses limites. La réalité d'une conversation, on le sait tous, ce n'est pas une autoroute à sens unique. Il a donc fallu rendre le modèle un peu plus complexe, un peu plus réel. Et ce sont ces questions qui ont tout fait basculer. Est-ce qu'on se contente vraiment d'absorber un message comme une éponge? Bien sûr que non. On réagit, on interprète, on est influencé par notre éducation, notre culture. Le modèle se devait d'évoluer. Cette frise, elle montre très bien comment les idées ont progressé. On part du modèle tout simple, la ligne droite, de 1948. 6 ans plus tard, on ajoute le feedback. Et puis encore après, on prend en compte le contexte social. En fait, en moins de 20 ans, ce schéma un peu froid a commencé à prendre vie, à respirer. Voyons ça de plus près. Le premier grand pas, c'est Norbert Wiener qui le fait avec une idée géniale, le feedback. Le feedback, c'est tout simplement la réponse de la personne qui reçoit le message. Un hochement de tête, un froncement de sourcils, une question. Et là, d'un seul coup, la ligne droite devient un cercle, une boucle. Ça y est, on a une vraie conversation. Et puis, un couple de sociologues, les Riley, ajoute une autre dimension qui est juste cruciale. Personne ne communique dans une bulle. On fait tous partie de groupes. Notre famille, nos amis, nos collègues, et tous ces groupes ont leur propre code qui vont façonner la manière dont on parle et dont on comprend les choses. Tout ça nous amène à un changement total de perspective. Là, on oublie la ligne, et on oublie même le simple cercle. On entre dans une vision complètement différente, celle de l'école de Palo Alto, qui considère que la communication, c'est un système global qui ne s'arrête jamais. Cette citation de Paul Watzlawick, c'est vraiment le cœur de cette nouvelle pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on fait, absolument tout, a la valeur d'un message. Même le silence, le fait de regarder ailleurs, de soupirer, tout ça, c'est de la communication. L'idée clé, c'est de ne plus voir la communication comme un match de ping-pong, avec quelqu'un qui envoie un message et l'autre qui répond. Non, l'image qui marche, c'est celle d'un orchestre. Tout le monde joue en même temps, s'écoute, réagit aux autres et contribue à la musique générale, ou parfois à la cacophonie d'ailleurs. Et on y participe, qu'on le veuille ou non. Et dans cet orchestre, ce qui est fascinant, c'est que la partition n'est pas seulement faite de mots, loin de là. D'après Watzlawick, environ 75% de ce qu'on communique est non-verbal. Le ton de la voix, les gestes, la posture, c'est ça la vraie musique derrière les paroles. Watzlawick distingue d'ailleurs la communication digitale, qui correspond aux mots, au contenu brut, de la communication analogique, qui est tout le reste, le langage du corps, le ton, la relation. Et c'est là qu'on trouve la réponse à notre question du début. Il faut qu'on parle, ce sont les mots, le digital. Mais c'est le ton de la voix, le regard, l'analogique qui nous dit si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ok, maintenant qu'on a cette vision beaucoup plus complète, la grande question c'est comment on fait pour l'utiliser? Comment on fait pour être plus efficace? Eh bien, curieusement, les outils les plus puissants ne sont pas du tout nouveaux. Ils nous viennent de la Grèce antique. C'est Aristote, il y a plus de 2000 ans, qui a identifié les 3 piliers de la persuasion.
Il y a l'éthos, c'est-à-dire la crédibilité de la personne qui parle. Il y a le logos, c'est la logique, les faits, les arguments. Et enfin, il y a le pathos, la connexion émotionnelle avec les gens. Un message qui a un vrai impact, c'est un message qui sait jouer sur ces 3 tableaux. Faisons un grand saut dans le temps pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Un penseur plus moderne, Simon Sinek, a en quelque sorte réactualisé ces vieilles idées pour le monde du leadership et du marketing, avec un concept tout simple mais hyper puissant. Sinek nous présente ce qu'il appelle le cercle d'or. Il a remarqué que la plupart des organisations communiquent de l'extérieur vers l'intérieur. Elles commencent par dire ce qu'elles font, parfois comment elles le font, mais elles parlent très rarement de pourquoi elles le font. Or, les leaders et les marques qui nous inspirent vraiment, ils font tout le contraire. Ils commencent par le pourquoi, leur cause, leur conviction profonde. L'exemple classique, c'est Apple. Ils ne disent pas juste on vend des ordinateurs. Ils communiquent sur leur envie de penser différemment. Ce pourquoi se connecte directement à nos émotions, au pathos, bien avant de parler du produit en lui-même. Alors, au bout de ce voyage du simple télégraphe à l'orchestre humain, qu'est-ce qu'on retient ? On retient que communiquer, ce n'est pas juste transmettre une information. C'est un processus interactif, social, et dont le but final n'est pas juste d'être entendu, mais de construire ensemble un sens commun. Au final, la vraie question à se poser n'est donc plus la même. Ce n'est plus seulement qu'est-ce que je veux dire, mais plutôt quelle musique sommes-nous en train de jouer, tous ensemble. Participer à la communication, c'est donc faire partie d'un orchestre. Reste à savoir si on veut être un musicien attentif ou juste une source de bruit.